Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review de la RTX 2060 de Nvidia. C'est la première carte milieu de gamme de la série 2000 de Nvidia qui est basée sur l'architecture Turing, je vous rappelle. L'un des gros points de vente de Turing, c'est l'ajout des Tensor Core qui permettent de supporter deux technologies assez intéressantes qui est le Ray Tracing et le DLSS. Alors, si vous ne savez pas trop ce que c'est, on va en parler maintenant parce que c'est assez important, je pense, si on parle de cette carte. Alors le Ray Tracing est une technologie qui existe depuis pas mal de temps, mais qui était surtout réservée dans les gros programmes professionnels parce que ça demande énormément de puissance de calcul et ça permet notamment de calculer des réflexions de la lumière naturelle. Dans les jeux vidéo que vous jouez à l'heure actuelle, la plupart des réflexions sont plutôt genre bricolées ou alors ils trafiquent pour faire semblant que vous ayez une bonne réflexion. Par exemple, quand vous regardez dans l'eau la réflexion d'un objet, des fois c'est une sorte d'objet flou que vous voyez, ou même des fois c'est une fausse réflexion qu'ils ont fabriquée d'eux-mêmes. Alors c'est assez exceptionnel de voir tourner cette technologie en direct parce qu'avant ça requiert énormément de puissance pour le faire tourner, et bien souvent vous deviez calculer frame par frame. Alors ici vous avez un exemple sur Battlefield 5, je vous invite surtout à regarder les réflexions dans l'eau. C'est là où on le voit le plus facilement, mais il y a évidemment beaucoup plus d'endroits où on le voit, sur toutes les surfaces en fait un peu brillantes. Vous verrez souvent beaucoup plus de réflexions. Mais évidemment tout ça a un coût en performance qu'on verra plus tard dans la section benchmark. Bien évidemment, il faudra voir les jeux qui supporteront dans le futur. Pour le moment, il y a juste Battlefield 5 qui est vraiment genre sorti pleinement avec le Ray Tracing. Il y a Final Fantasy XV qui arrive bientôt et vous devriez avoir plus de jeux dans le futur. Mais encore une fois, il faudra voir avec les jeux qui supporteront pleinement. Je pense que Nvidia ferait très bien d'essayer de débaucher un maximum de développeurs pour justement rajouter du RTX. Correctement aussi, parce que ça c'est aussi très important. Parce que quand on voit par exemple la sortie de Fallout, voilà, certains jeux AAA ne sortent pas dans les meilleures conditions sur PC. Donc j'espère que ça ferait correctement et tout ça. Et j'inviterais même Nvidia à peut-être envoyer des kits de développement à un maximum de studios pour être sûr que la technologie se propage plus vite. Mais il n'y a pas que le Ray Tracing, il y a aussi le DLSS qui est très important en combinaison avec le Ray Tracing, mais aussi assez important en réalité, même si vous en fichez du Ray Tracing, ça peut booster vos performances. En gros, Nvidia fait un rendu dans un data center où ils font un rendu haute qualité et un basse qualité, et ils comparent les deux avec les Tensor Core qui, au fur et à mesure, apprennent la différence. Il en ressort un training model qu'ils peuvent appliquer via driver, ce qui leur permet d'utiliser ce training model pour faire un rendu de toute l'image en bien meilleure qualité. Du coup, ça booste les performances parce que la carte graphique utilise ces Tensor Core pour justement gérer ces calculs-là. Et en plus, vous n'avez plus besoin d'utiliser les anciennes techniques d'anti-aliasing qui étaient bien souvent beaucoup plus lourdes et n'offraient même pas un résultat proche de celui-ci. Évidemment, on pourrait se poser la question encore une fois, combien de jeux supporteront? Aussi le fait que c'est Nvidia qui doit faire des calculs à l'avance sur le jeu pour que ce soit supporté pleinement. Donc il y a encore une fois la même interrogation qu'avec le Ray Tracing, c'est est-ce qu'il y aura assez de jeux pour justifier de payer plus la carte graphique pour ça? Pour information, la RTX 2060 est disponible au prix de 368 € sur le site officiel de Nvidia. C'est le modèle Thunder Edition. Et par rapport à la GTX 1060 qui est techniquement son ancêtre, ça fait une augmentation de pratiquement 100 €. Donc, il faudra voir. Mais on peut voir par contre un autre truc qui sera disponible dans tous les jeux vidéo, c'est les performances 3D pures. Du coup, pour ça, j'ai benché 5 titres différents. Donc, j'ai Battlefield 5 évidemment, Fortnite parce que c'est un jeu populaire en ce moment. Voilà. Civilization 6, plus un jeu de stratégie que vous avez beaucoup sur PC. Et aussi, j'ai testé Doom, qui est un jeu assez bien optimisé, donc ça vous permet de voir un petit peu les performances. J'ai testé en 1080p et en 1440p. Et j'ai aussi rajouté un 5e jeu qui est Minecraft, parce que je suis youtubeur Minecraft, il fallait s'y attendre. Je veux dire, voilà, hein, qui est étonné ici? J'ai testé évidemment avec les shaders, parce que c'est le plus intéressant. J'ai testé aussi sans les shaders, il me semble, mais pas forcément dans toutes les résolutions. Le premier jeu qu'on va regarder les benchmarks, c'est Battlefield 5, vu qu'on en a déjà pas mal parlé. Alors, en 1080p, il tourne à 106 fps, en 1440p, il tourne à plus de 80 fps, donc vous pourriez jouer sans problème dans les deux résolutions. Ensuite, j'ai évidemment testé avec le DXR d'activer, donc le DXR, c'est le Ray Tracing. Il n'y a pas encore le DLSS d'activer, il devrait être supporté dans Battlefield 5, donc il faut tenir compte, c'est vraiment la pure performance Ray Tracing ici, sans l'amélioration que peut apporter le DLSS. Du coup, en 1080p, DXR low, donc le plus bas preset possible, j'avais un FPS moyen de pratiquement 62
et en 1080p DXR Ultra, donc le plus haut preset que vous pouvez avoir, j'avais des performances de 51,6 fps. Donc pas une énorme différence finale entre le preset Ultra et Low. Mais par contre, comme vous pouvez voir, ils réduisent quand même pas mal les performances sans le DLSS. Le prochain jeu est un classique chez moi, c'est Minecraft tout simplement, oui. Alors j'ai testé d'abord avec les shaders qui semblent être la meilleure utilisation pour une carte graphique aussi puissante. Donc j'ai utilisé les Sildur Vibrant Shaders en version extrême, ce qui est assez lourd. Et en 1080p du coup, j'ai eu un résultat de 107 fps. Et en 1440p, un résultat de 104 fps. Donc là on sent bien que c'est Minecraft qui limite le fps au final et que la carte graphique ne sait pas forcément aller beaucoup plus haut. Et puis évidemment j'ai testé en 1440p sans shaders pur, et là j'avais un FPS moyen de 440. Le prochain jeu est Civilization 6 Rise and Fall en DirectX 12, et du coup en 1080p j'ai eu un résultat de 113,8 fps, et en 1440p un résultat de 96,2 fps. Je n'utilise pas le benchmark intégré d'ailleurs, j'utilise une sauvegarde en late game sur une map la plus grande possible pour information. Et ensuite on passe à Dome qui est un exemple de FPS plutôt bien optimisé. En 1080p j'avais un résultat de 131 fps et en 1440p j'avais un résultat de 127 fps. Je ne sais pas trop pourquoi les résultats aussi proches, je les ai refait plusieurs fois pour être sûr, mais peut-être que ça vient de la configuration de test qui, je dois l'avouer, n'est pas la plus récente possible. Je n'ai pas le dernier Core i9, donc si quelqu'un en a un, n'en a pas besoin et veut me l'envoyer pour que je puisse faire des benchmarks encore plus avec des meilleurs résultats, je dis pas non. Et on finit avec Fortnite évidemment. En 1080p j'avais 137 fps moyen et en 1440p un résultat de 90 fps. Donc voilà ce que ça donne niveau performance. Comme vous pouvez voir, c'est une très bonne carte si vous voulez jouer en 1080p ou 1440p, c'est vraiment ces deux assez grosses forces. Surtout je pense le 1440p qui reste assez accessible avec une carte pareille. On a pu voir même dans certains jeux assez lourds, vous pourriez jouer à largement au-dessus de 60 fps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que selon moi, le meilleur niveau jeu vidéo à l'heure actuelle c'est le 1440p. Vous pouvez avoir des écrans pour pas trop cher et avec un bon taux de rafraîchissement, alors que le 4K reste assez inaccessible encore, selon moi, évidemment. En 4K, vous pourriez jouer dans certains jeux, évidemment, qui seraient moins lourds, mais personnellement, je ne recommande pas forcément de jouer encore en 4K à l'heure actuelle. Maintenant, ça, c'était du coup les performances. Qu'est-ce que ça donne au niveau d'une des nouvelles fonctionnalités justement de cette RTX 2060 qui est son nouveau refroidissement. Donc avant, Nvidia utilisait un refroidissement blower style que ça s'appelle. Donc c'est basiquement vous avez un ventilateur qui force l'air à travers toute la carte et ça sort à l'arrière de la carte. Maintenant Nvidia est passé à un design avec un double ventilateur qui peut avoir le désavantage dans certains boîtiers de recycler un petit peu l'air vu que l'air sort sur le côté de la carte et pas à l'arrière de la carte. Donc il faudra voir selon votre boîtier évidemment, mais ça a l'avantage d'être beaucoup mieux refroidi et surtout beaucoup plus silencieux parce qu'on peut utiliser des ventilateurs plus hauts en diamètre et qui tournent un petit peu moins vite. Alors j'ai fait deux tests dans mon Silent Base 600 de Be Quiet. C'est pas le meilleur boîtier niveau refroidissement, on va être très honnête, c'est même dans pas les pires mais dans les plus mauvais on va dire. Donc ça me permet de tester deux extrêmes. Donc le premier extrême c'est le boîtier entièrement fermé avec la ventilation de base, et puis j'ai testé avec le boîtier ouvert. Donc avec le boîtier fermé, j'ai pu faire monter la carte en plein jeu donc pendant plus d'une demi-heure à 82 degrés. Ça peut paraître haut mais ça va encore. Pour information, j'avais déjà pu tester une GTX 1080 dans le même boîtier avec l'ancien refroidissement. Elle montait à plus de 84 degrés, garantie même au bout de 20 minutes. Donc il y a déjà une amélioration à ce niveau-là. L'autre amélioration, c'est au niveau sonore. On l'entend beaucoup moins que l'ancien modèle. Pour avoir entendu surtout les deux modèles, je peux vous dire qu'il y a une grosse différence. On l'entend toujours, hein, ça reste une carte graphique. Ça ne va pas être miraculeux, vous ne l'entendez plus, mais on l'entend beaucoup moins et ça, c'est le plus intéressant. J'ai testé aussi du coup avec le boîtier ouvert, qui là représenterait plutôt un boîtier très bien refroidi. Si vous avez un boîtier avec beaucoup de ventilation qui vient à l'arrière ou qui vient d'en dessous et que du coup la carte respire bien. Là, j'atteignais, et là, on voit la différence, des températures de 66 degrés seulement après une demi-heure de jeu, encore une fois. Donc, c'est vraiment des chiffres très intéressants. On voit qu'elle est très bien refroidie. Et aussi, ce refroidissement, comme vous avez pu le voir, est plutôt beau. Enfin, moi, je le trouve assez beau, que ce soit d'un point de vue pur design, même juste quand la carte est éteinte, mais aussi allumée. Alors, petit désavantage selon moi, c'est que la LED est verte, mais c'est techniquement une LED RGB. Il y a même un contrôleur RGB apparemment sur les cartes. C'est juste que
Nvidia la met en vert par défaut. Donc, si vous écoutez Nvidia, si vous pouviez juste sortir un petit... ou mettre dans GeForce Experience une petite option pour juste changer la couleur de la LED, ce serait vraiment génial parce que c'est bien le vert, c'est cool, mais tout le monde n'a pas un PC qui va bien avec le vert, je pense. Il y a beaucoup de gens avec du bleu, du rouge, et le vert, ça fait un petit peu tache. Bleu et rouge, enfin vert et rouge surtout, ça fait un petit peu genre guirlande de Noël, et Noël c'est passé quand même. Maintenant c'est l'heure de la conclusion. Alors, si on regarde d'un point de vue pur 3D, performance et tout ça, la RTX 2060 reste très intéressante, c'est même la plus intéressante au prix où elle est disponible. Je vous rappelle 368 €. Vous pouvez même trouver des modèles à 340 et des euros, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, faites attention, toutes les marques ne sont pas égales. Vous avez Asus qui vend ses modèles à plus de 450 €, genre quoi? Enfin, juste... S'il y a quelqu'un d'Asus qui regarde, c'est franchement honteux comme prix. Surtout qu'il n'y a aucun avantage à prendre un modèle Asus, soyons honnêtes, par rapport à un modèle EVGA ou même MSI et tout ça. Donc, franchement, je vous recommande soit le modèle Zotac, EVGA, ou le modèle de référence Founder Edition qui est à 368, garanti sur le site Nvidia, si vous pouvez l'avoir évidemment. Mais, parce qu'il y a un mais, les fonctionnalités RTX restent discutables. C'est hyper intéressant, vraiment, c'est une technologie, je le dis, incroyable. Il y a quelques années, ce genre de technologie requérait vraiment des centaines de cœurs CPU dans des racks serveurs qui calculaient pendant des heures pour faire des belles images. Maintenant, on a cette technologie en temps réel avec une carte graphique. C'est vraiment intéressant. Toutefois, le problème reste au niveau de la sélection de jeux, tout simplement. La technologie n'a aucun problème. Le problème, c'est vraiment, il nous faut un maximum de jeux et de jeux intéressants. Surtout que Battlefield 5, qui a été testé et retesté pour le ray tracing, évidemment, reste un jeu d'action, donc il profite moins du ray tracing, selon moi. Donc j'ai vraiment hâte de voir des vrais jeux qui en profiteraient pleinement, genre des jeux plus calmes où on peut admirer justement les graphismes. Même chose avec le DLSS, très intéressant, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un maximum de jeux supportés. Aussi, une autre question qu'on pourrait du coup se poser, c'est est-ce que le prix est beaucoup augmenté sur la RTX 2060 à cause de ces Tensor Core qui sont des nouvelles... C'est très nouveau, ça requiert certainement un nouveau processus de fabrication dans les usines Nvidia et tout ça. Et du coup, ça doit augmenter le coût forcément. De combien, on ne sait pas évidemment, mais on pourrait se poser la question, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'avoir une RTX 2060 sans les Tensor Core à un prix moindre? Ça reste discutable évidemment, mais le truc qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes Nvidia et que vous créez une nouvelle technologie, vous avez envie qu'un maximum de personnes l'utilisent. Du coup, faire une carte graphique sans les Tensor Core défie un petit peu ce principe-là. Donc ouais, donc quoi qu'il arrive d'un point de vue pure performance 3D, elle reste avantageuse d'un point de vue prix. S'il n'y a pas évidemment d'autres baisses de prix chez la concurrence, il faudra voir ça. Mais elle reste assez avantageuse, donc même sans tenir compte du ray tracing ou des Tensor Core, ça reste une carte assez intéressante, même si évidemment on a une petite hausse de prix par rapport à la GTX 1060. Donc, ma foi, c'est à vous de voir, hein. Voyez ce que vous en avez besoin. Si vous achetez un nouveau PC maintenant, franchement, à cette gamme de prix-là, vous ne trouverez pas mieux au niveau performance pure 3D, quoi qu'il arrive. Juste faites attention, comme j'ai dit, les modèles Asus, juste franchement une honte. Zotac, EVGA ou le modèle de référence sont les meilleurs pour vous, je pense. Et c'est à peu près tout. Donc, merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez de cette RTX 2060 dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.